Je remercie bien sûr à mon tour, conformément à la coutume, les organisateurs de ce colloque. Je suis très heureux aujourd'hui d'intervenir ici à plusieurs titres. Il se trouve que mes collègues ont eu la faiblesse de m'élire comme doyen de Toulouse l'an dernier, et je dois souligner que nos deux facultés de droit, à Toulouse et Orléans, depuis l'époque médiévale, sont, vous le savez, des facultés réputées pour l'enseignement du droit, et je me réjouis que nous puissions collaborer à ces journées franco-polonaises. Deuxième élément, il se trouve que Toulouse a également une école de droit à Gdansk, extrême nord donc de la Pologne, sur la mer Baltique. Et je forme le vœu ici publiquement que grâce à ces rencontres, grâce à ces amitiés aussi qui se nouent, à ces collaborations scientifiques, nous puissions à l'avenir coopérer davantage et œuvrer utilement les uns et les autres à la présence du droit français en Pologne. Ça, ce sont les propos politiques. Alors je reviens maintenant au sujet. J'ai proposé aux organisateurs un sujet sur la pensée du général de Gaulle et du RPF, fondé, vous le savez, en 1947, ce parti gaulliste, enfin premier parti gaulliste qui a existé jusqu'en 1953. Et je crois qu'en effet, on ne peut pas évidemment évoquer la Constitution et ses 60 ans sans évoquer cette figure exceptionnelle dans notre histoire de France qui a été celle du général de Gaulle. Je crois que, moi je suis historien du droit, lorsque on fera beaucoup plus tard l'histoire de cette période qu'on appelle contemporaine, il n'y a pas beaucoup de figures qui resteront. Il y en aura très peu. Il ne faut se faire aucune illusion. Et je crois que ce qui restera pour le XXe siècle, me semble-t-il, je vous donne une opinion personnelle, c'est certainement la figure du général de Gaulle. Et j'aurais tendance à ajouter également, nous sommes dans la salle Clémenceau, peut-être aussi celle de Clémenceau. Je note d'ailleurs que cet homme politique qui apparaît lointain, je parle de Clémenceau, aux jeunes étudiants que nous avons devant nous, ce nom a été pris par la promotion de l'ENA qui se termine maintenant, là, 2018. Vous savez qu'ils se réunissent et puis qu'ils proposent, ils votent entre eux, et ils ont pris le nom de Clémenceau. Je note également que, vous avez suivi l'actualité comme tout le monde, les armoiries présidentielles du président donc, actuel ont ajouté à celle traditionnelle qui existait la croix de Lorraine. Vous avez entendu parler, tout fait polémique dans notre pays, dans notre cher et vieux pays, comme aurait dit le général de Gaulle. Et on a parlé cet été même de cette adjonction de la croix de Lorraine, symbole du gaullisme et de la libération de la France, à ces armoiries. Je pense que c'est important, même s'il ne suffit pas, évidemment, d'ajouter la croix de Lorraine pour comment dire, être véritablement à la hauteur de ce qu'a fait dans notre pays le général de Gaulle. Enfin, on peut toujours l'espérer. Je suis historien du droit et donc je vous présente mes sources. Les sources de ce travail, que je vais vous présenter de manière très informelle, comme je le fais toujours, parce que je crois qu'il y a un style oral et qu'il y a un style écrit. Les sources, c'est un peu le fruit du hasard. Chez mes parents, en faisant du rangement, je suis tombé sur cet opuscule, ce petit ouvrage, qui a un très beau nom. La France sera la France, ce que veut Charles de Gaulle.
avec d'ailleurs une très belle illustration d'une république, disons, ailée, oui, assez agréable à regarder aussi, je dois dire, mais en tout cas très combattante. C'est le programme donc, du RPF. Il faut toujours mettre l'auditoire de son côté. Le programme du RPF pour les élections, qui vous paraissent remonter pratiquement au temps préhistorique, qui sont celles de 1951. Alors, l'ouvrage n'est pas signé, mais enfin, il émane évidemment du RPF et des dirigeants du RPF, et il reprend un certain nombre de thèmes très, très importants, en partant des discours, des messages, des allocutions tenus par le général de Gaulle entre le 18 juin 1940, donc l'appel du général de Gaulle, qui à l'époque n'a pas été entendu par grand monde, vous le savez, même si beaucoup s'y sont référés par la suite, et 1950. Donc c'est un ouvrage qui utilise ces 10 années de discours, de messages, d'allocutions, et qui traite d'un certain nombre de thèmes qui me semblent importants. Important parce que ça retrace, si vous voulez, l'ambiance politique de cette époque qui reste proche de la Seconde Guerre mondiale et de ce qui a été tenté en France au moment de la libération, et en même temps avec maintenant le décalage 1951-2018, donc il y a quand même un décalage historique important. Il est intéressant, je pense, de relire ces textes et de voir 60 ans après la promulgation de la Constitution, ce qui s'est fait entre-temps, et puis les idées actuelles. L'ouvrage est divisé en plusieurs parties. J'utiliserai surtout la première et la deuxième partie, c'est-à-dire les institutions, l'unité de la France, et puis il y a d'autres parties qui, peut-être aujourd'hui, présentent un décalage plus important, mais qui méritent également, je pense, d'être utilisées aussi, peut-être pour d'autres réflexions. Il y a toute une partie sur l'Union française, donc la métropole et l'Empire français, qui existait encore à l'époque, avant toute la période de décolonisation au pluriel. Et puis, il y a également toute une partie sur la politique économique et sociale. Nous parlions ce matin d'économie par rapport à la Constitution. Et puis, il y a toute la vision politique extérieure. Et même, il y a une conclusion qui s'appelle « En avant ». Donc, vous voyez ce que certains partis politiques ont, je pense, certainement inconsciemment, voulu se remettre un peu dans cette dynamique. J'utilise également l'ouvrage de François Mauriac, que vous connaissez peut-être, qui a écrit un De Gaulle, mais qui est plus tardif, qui date de 1964, et qui également gagne, je trouve, à être lu ou relu. Et puis, les mémoires de Michel Debré, dont nous parlions ce matin, puisque je pense que la pensée du général de Gaulle et celle de Michel Debré sont extrêmement proches. Vous savez que Michel Debré a été un compagnon très proche du général de Gaulle, même si dans le cercle des gaullistes historiques, il y avait des dissensions entre les uns et les autres. Il ne faut pas penser qu'il y avait un bloc unique, même ici, ils se référaient tous, bien sûr, à la haute figure du général de Gaulle. Et j'ai eu l'occasion, lorsque j'étais à votre place, je m'adresse aux étudiants, c'était en 1985, j'étais en DEA à l'époque à Toulouse, de rencontrer Michel Debré qui était venu nous présenter le premier tome de ses mémoires. En tout, il y en a eu 5, et avec un très beau titre. Ça m'avait beaucoup marqué parce que on dit toujours aux étudiants, il faut qu'ils trouvent des beaux titres, et c'est difficile, hein. Les parties, bon, faire 2 parties, on y arrive. C'est parfois un peu artificiel, mais enfin on y arrive. Mais trouver des titres, c'est autre chose. Et là, le titre, c'est « 3 républiques pour une France ». Je trouve que c'est pas mal comme titre. Bien, donc,
à partir de toutes ces sources, je pense qu'on peut essayer de synthétiser les choses en 2 points, puisqu'il faut toujours faire 2 points. Le premier point que je voudrais vous présenter, c'est de dire que le général de Gaulle, dans son parcours historique exceptionnel, bien entendu, qui a été le sien, a fait en sorte, j'utilise un langage un peu gaullien du point de vue de la langue même française qu'utilise le général de Gaulle. Le général de Gaulle, me semble-t-il, apparaît comme celui qui a voulu restaurer, remettre debout la République, régime donc politique qui est devenu le régime traditionnel, légitime de notre pays. Ça, c'est un premier point. Donc c'est ce lien entre De Gaulle et la République. Et puis ensuite, c'est la question du lien, ou plutôt de l'absence de lien, entre De Gaulle et les partis politiques. Vous savez que, bon, le général de Gaulle ne pensait pas un grand bien des partis politiques. Alors, le premier point, donc, De Gaulle qui restaure la République, je crois qu'il faut bien avoir présent à l'esprit, et c'est plus difficile aujourd'hui, bien sûr, qu'à l'époque où les événements ont été vécus. Le général de Gaulle apparaît dans ces années, nous sommes au début des années 1950, comme celui qui a eu le courage, peut-être même la folie, de dire non à la capitulation de la France au moment de cet événement spécialement tragique dans l'histoire de notre pays, et qui a été la défaite contre l'Allemagne en 1940. Donc c'est l'homme avant tout du 18 juin, de l'appel du 18 juin. On a l'impression aujourd'hui que tout le monde était favorable à De Gaulle, etc. Et c'est absolument pas le cas. De Gaulle est un militaire, vous le savez, connu dès avant la guerre, et de ce point de vue, il restera suspect à beaucoup d'hommes politiques de notre pays en tant que militaires. Les hommes politiques, pendant longtemps, se sont méfiés de tout risque, en quelque sorte, d'utilisation de l'armée et de dictature par quelqu'un qui provient des milieux militaires. Et le livre que j'utilise, donc La France sera la France, c'est un plaidoyer, si vous voulez, qui essaie de démontrer que loin d'avoir eu des aspirations à la dictature, il y a cette fameuse conférence de presse de mai 1958, vous l'avez certainement écouté, où on voit que le général de Gaulle dit que ce n'est pas à 67 ans qu'il va commencer une carrière de dictateur, mais il y a toujours eu cette critique, cette petite musique contre le général de Gaulle en disant oui, mais il aspire à la dictature. Et je crois que c'est parfaitement le contraire. Parce que le but du général de Gaulle, une fois qu'il a pris le pouvoir, il le dit en ces termes, qu'il a pris le pouvoir, un pouvoir qui avait complètement dégringolé au moment de la défaite, son but, c'est d'essayer de réunir autour de lui suffisamment de Français pour continuer le combat, parvenir à la libération du pays et ensuite redresser, réformer le pays, repartir de l'avant. C'est un leitmotiv tout au long des discours et de la carrière du général de Gaulle, je pense qu'il faut aujourd'hui rappeler. Donc rétablir la République, rétablir le régime républicain, oui, mais quelle République? On peut considérer, il y avait deux solutions. Première solution, au moment de la libération, on revient aux lois constitutionnelles de 1875, donc à la Troisième République, on passe par-dessus donc l'époque de la guerre et du régime de Vichy, qui d'ailleurs n'a pas promulgué de constitution nouvelle. Et on revient à la Troisième République, soit on passe à autre chose. Et dans la pensée du général de Gaulle et de ceux qui étaient autour de lui, qui au départ n'étaient pas si nombreux que ça, eh bien, ils ont considéré que le régime politique, la Troisième République, par son instabilité chronique,
par tous ces présidents de conseil qui se succèdent, qui sont d'excellents hommes, qui sont fort capables, mais qui n'arrivent pas, qui sont prisonniers du régime, à gouverner véritablement, le général de Gaulle pensait qu'il fallait faire autre chose, et donc, en réalité, rehausser le pouvoir exécutif et en même temps, et spécialement, le pouvoir du chef de l'État. Il n'y a pas que ça, il y a de manière assez systématique la question du régime bicaméral. Le général de Gaulle pensait qu'il fallait maintenir les deux chambres, que c'était une question d'équilibre. Il y a bien entendu aussi la question de la séparation des pouvoirs, qui lui apparaît comme étant nécessaire. Et puis, il y a l'appel au peuple, en quelque sorte, même si ses adversaires considéreront que c'est une sorte de plébiscite à la Napoléon, le général de Gaulle considère in fine que la souveraineté, eh bien, c'est la souveraineté du peuple, que la République, c'est avant tout la souveraineté du peuple, et que donc il faut faire appel au peuple chaque fois que nécessaire, d'abord pour modifier, pour passer à une autre constitution, et ensuite pour, le cas échéant, au cas de problèmes importants, se tourner vers le peuple par la voie du référendum. Alors ça, c'est, je pense, quelque chose de central dans la vision du général de Gaulle et de son entourage. Le deuxième point, c'est son attitude par rapport aux partis politiques. Le général de Gaulle, vous le savez, ne pense pas beaucoup de bien des partis politiques. On lui reprocherait aujourd'hui, parce que, de nouveau, on est en train de parler des corps intermédiaires, qu'on consulte pas assez, enfin, etc. Et le général de Gaulle considère que les vieux partis, c'est-à-dire ce qui existe au moment de la libération, le Parti communiste, qui, je vous le rappelle, en voix, arrive en tête au moment de la libération. Ensuite, disons, les socialistes, les radicaux et ce qu'on appellerait aujourd'hui le centre-droit, c'est-à-dire le MREP, considèrent que ces partis n'arriveront pas à dépasser leurs querelles pour s'élever au niveau de l'intérêt général. Et le général de Gaulle est très dur, il ne fait aucun compromis à l'égard des partis. Et cela lui vaut d'ailleurs, après quelques semaines, quelques mois, où c'est vrai, au moment de la libération, il y a eu un élan tel que des hommes issus de traditions, de philosophie, de courants de pensée, de religions très différents, qui avaient pu travailler ensemble pendant la résistance, pendant l'occupation, tous ces gens-là ont réussi pendant quelques temps à se mettre d'accord pour lancer des réformes importantes. Michel Debré en parle beaucoup, mais très rapidement, les habitudes anciennes, vous le savez, sont revenues, tout le monde s'est affronté, tout le monde a cherché des places, et on est revenu très rapidement, d'où d'ailleurs la démission du général de Gaulle en janvier 1946, vous le savez, on est revenu, disons, à la soupe habituelle des partis politiques entre eux, où chacun fait bouillir, dit le général de Gaulle, sa petite soupe à petit feu dans son petit coin. Il avait des formules comme ça, qui quand même étaient particulièrement énergiques. Alors, le général de Gaulle s'est retiré, vous le savez, en janvier 1946. Il pensait qu'on allait le rappeler très rapidement, mais tel n'a pas été le cas, puisqu'il y a eu des élections municipales en 1947 qui ont été gagnées très nettement par les gaullistes. C'est l'époque, par exemple, où Jacques Chaban-Delmas est devenu maire de Bordeaux. C'est l'époque où Pierre de Gaulle, le frère, celui qu'il appelait le cadet de ses soucis, est devenu président du conseil municipal de Paris. Donc il y a eu une vague, c'est vrai, gaulliste dans des élections locales. Mais ensuite, ça a été beaucoup plus difficile et il y a eu cette tentative, vous le savez aussi, du RPF pour créer un parti gaulliste capable d'arriver et de se maintenir au pouvoir. Mais le général de Gaulle, d'ailleurs, quelques années plus tard, reconnaîtra que cette création du RPF n'a pas été une réussite. Il dit même que ça a été une erreur parce que il y a, si vous voulez, une certaine ambiguïté à la fois à critiquer
les partis politiques et à créer un parti politique, même si, dans l'idée du général de Gaulle, ce n'est pas tellement de créer un parti politique nouveau, mais il s'agissait plutôt, au-delà des partis, de rassembler tous les hommes et toutes les femmes, puisqu'entre-temps, je vous le rappelle, c'est une quand même réalisation heureuse de la libération. Le droit de vote a été accordé aux femmes, où le suffrage universel est devenu véritablement universel. Et à ce moment-là, donc, le parti gaulliste a été victime, vous le savez, de cette politique dite de la troisième force, du système des apparentements, au moment des élections de 1851, où en réalité, contre les communistes et contre les gaullistes, les autres partis se sont ligués par un système électoral extrêmement complexe pour éviter l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle en 1947. Et donc, ce n'est qu'ensuite, au moment des événements d'Algérie, dans un contexte de nouveau extrêmement tendu, extrêmement dramatique, que le général de Gaulle a pu arriver au pouvoir. Tout ceci pour vous dire, je pense, l'intérêt qu'il y a à se reporter, maintenant que les années ont passé, à se reporter vers tous ces textes qui, me semble-t-il, sont extrêmement intéressants et qui nous permettent d'avoir le recul et la réflexion nécessaire sur notre Constitution, sur notre République. Et je terminerai par cette formule de Péguy: notre République, une et indivisible, c'est notre royaume de France. Je vous remercie.